Bon, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour cette deuxième expérience de paysage de l'année. Et on a le bonheur et la chance d'accueillir Anaïs Escaville. Donc, atelier du sablier, depuis 2002, comme vous le voyez, et puis installé depuis 2008, à peu près, en Charente. Et c'est autour de ça, un petit peu quand même, que la conférence va apporter, de cette implication dans un territoire rural. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. C'est bon ? Eh bien, merci beaucoup. Je te laisse la place. J'ai mon petit micro. Alors, est-ce que ça marche ? Oui. Si je parle comme ça s'entend ? Ça va ? Alors c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire parce que je suis pas enseignante comme certains. Voilà, c'est la première participation à ce type de manifestation, de conférence. Donc bon, j'espère que tout va bien se passer, que vous allez me pardonner si je m'en mêle un peu les pinceaux quelquefois. Donc l'atelier du sablier, on est deux paysagistes, Emmanuel de Cockborn et moi, Anaïs Escaville. L'atelier du sablier, déjà ce nom, c'est vrai qu'en premier j'ai mis notre petit logo, l'arbre derrière. C'est vrai que quand on a créé l'atelier, il était d'usage soit de s'appeler atelier de paysage tout court ou un tel. Puis comme on était deux, c'était avec un nom un peu difficile, des noms un peu difficiles à prononcer. On s'est dit, on va adopter l'autre usage qui est de choisir. À l'époque, c'était des noms de plantes. Alors comme on ne voulait pas faire ni le chêne, l'érable, et que à l'école de Bordeaux, on avait eu la chance de partir en Guadeloupe en dernière année pour faire un pré-atlas de paysage. On avait découvert le sablier. Donc voilà, facile à dire. Et puis un bel arbre qui avait cette graine, une grosse graine qui en tombant explose, envoie des morceaux partout, et qui là-bas était le symbole de la libération des esclaves, planté sur la grande place de Pointe-à-Pitre. Donc en finissant nos études, voilà, on s'est senti tout d'un coup libérés. Donc ça tombait très très bien. Emmanuel et moi, on a fait nos études à l'école de Bordeaux, ici. Donc on est sortis tous les deux en 2001, et comme vous voyez, depuis 2002, en fait, on s'est installé immédiatement après être sortis de l'école, ce qui était quand même un grand risque. Mais en fait, on a cherché du boulot en agence. Et on n'en a pas trouvé. Alors au bout de 6 mois, finalement, on s'est dit on va pas continuer à se tourner les pouces. Il y a eu justement un coup de pouce de certains enseignants qui avaient besoin d'un gros coup de main, pour pas les nommer, l'agence Tricot Chapelière qui avait besoin de s'associer, pas forcément d'embaucher. Donc ça a été l'occasion. Et puis il y a eu aussi le concours du Festival des Jardins de Chaumont, et puis qu'on avait très envie de faire, parce que l'air de rien, cette petite musique, c'était un festival qui avait fait que, enfin en tout cas me concernant, qui m'avait donné le goût des jardins et l'envie de faire aussi cette formation, même si après coup je me suis rendu compte que des jardins, j'allais pas en faire beaucoup. Et donc on avait répondu, et on a été retenus, donc il a fallu aller construire ce jardin. Donc ça nous bloquait un petit peu aussi dans nos recherches d'emploi. Donc les deux c'était un bon démarrage. Et comme on était issus de l'école de Bordeaux, on s'est installé à Bordeaux. Et alors en plus, moi j'étais originaire de Bordeaux, donc ça faisait une raison de plus de rester là. Et donc on a appris sur le tas, parce que finalement, je ne sais pas si ça a beaucoup changé, mais à l'époque, l'école de Bordeaux, c'était 2 stages obligatoires. La première fois, c'était en pépinière, donc
c'est important, c'est intéressant, mais c'est pas forcément là où on apprend le plus le métier. Et puis alors moi j'ai fait un stage en plus après à l'ONF, donc pas beaucoup d'expérience en agence, donc ça a été un peu le grand bain. Quand on ne sait pas ce qu'est un CCTP, quand on ne sait pas comment fonctionnent des marchés publics, tout ça, donc on a appris voilà, sur le tas, en demandant des conseils aux copains, s'ils pouvaient nous récupérer 1 ou 2 pièces à droite à gauche, qu'on sache à quoi ressemblaient toutes ces pièces aux noms barbares. Et voilà qu'on était lancé. Alors on est resté 5 ans à Bordeaux. Et pour certaines raisons, notamment le fait d'être assez nombreux comme praticiens, comme agence à Bordeaux, en fait, on s'est dit que c'était peut-être le bon moment d'aller voir ailleurs. Alors moi, j'avais une grande carte du sud-ouest épinglée à l'agence à l'époque. Et puis je regardais un petit peu où étaient installés effectivement les paysagistes, et il y avait vraiment des polarités, et il y avait tout un espace un peu plus au nord là, de cette région qui n'était pas encore la Nouvelle-Aquitaine, en Poitou-Charentes, où effectivement il y avait pas beaucoup de paysagistes. On s'est dit, voilà, là c'est peut-être un lieu de prospection pour essayer de se disperser sur le territoire et finalement arrêter d'être des paysagistes des villes aussi. Parce que même si on a une appétence pour tout ce qui est vivant, finalement, vivre dans la ville, et moi, il me manquait en tout cas le contact de la terre. Donc le départ, c'était ça, à la recherche d'un morceau de terre. Et du coup, un hasard des choses, un appartement perdu, la difficulté de se loger, couplé au fait qu'il y avait une 30aine de paysagistes quand même installés en Gironde, ou peut-être même à Bordeaux et autour. 3 paysagistes en Charente, on s'est dit, c'est peut-être un endroit où on devrait aller. Et effectivement, quand on est arrivé en Charente, pas beaucoup de paysagistes, mais alors pas beaucoup de commandes non plus. Et en général, c'était plutôt les architectes qui travaillaient sur le paysage. Le CUE de la Charente, il y avait des architectes, et il y avait un directeur à l'époque qui aimait bien crayonner, donc qui dessinait aussi beaucoup de projets. Et ça n'a pas été facile, effectivement, de commencer à avoir des commandes là-bas. Donc dans les premiers temps, en fait, mais tout comme on faisait à Bordeaux, on a beaucoup travaillé dans un premier temps avec les architectes, dans des projets plutôt périphériques au bâti. Et c'est pas forcément le plus épanouissant. Ce sont quand même des projets, il faut le dire, qui sont... je trouve qu'on est quand même un peu malmenés, un peu maltraités. Et puis, des maîtres d'ouvrage qui s'intéressent pas toujours, dès le départ, à ce qu'on fait. Et... donc c'est vrai que voilà, c'était les premières commandes. Alors j'ai quelques images. J'ai passé évidemment les commandes de la période bordelaise pour vraiment en plus parler de ce qui se fait à la campagne. Donc voilà, des projets autour de bâtiments publics ou de logements dans lesquels on essaye de réintroduire de la végétation locale, des matériaux locaux, du comestible. Finalement, c'est un peu des ingrédients qu'on va retrouver dans tout notre travail. Donc, oui, pour dire qu'on est installé à la campagne, mais que le but, c'est de travailler vraiment localement. Donc on s'est fixé une limite, pas plus d'1 heure en voiture. Alors c'est vrai qu'on est dépendant de la voiture pour aller travailler, mais bon,
Dans le monde rural, c'est effectivement le cas. On a eu quelques chantiers dans notre commune, et là je pouvais y aller à vélo, mais bon, voilà, ça dure pas indéfiniment. On est installé à Châteauneuf-sur-Charente. C'est une petite ville de 3500 habitants qui est entre Cognac et Angoulême. Et ça nous permet de circuler entre ces deux grandes polarités. On ne va pas trop dans le Nord-Charente parce que tout de suite, ça peut être plus d'une heure de déplacement. Et ça, vraiment, moi, j'ai remarqué que c'était une limite pour arriver à bien travailler, pour être réactif, pour passer régulièrement sur les chantiers et pour connaître bien un territoire. Et donc, c'est vrai que la partie nord de la Charente, c'est plutôt mes confrères qui sont installés à Angoulême qui y vont. Et donc on pourrait presque dire qu'en plus de se spécialiser dans le monde rural, c'est presque un peu le secteur plus calcaire, plus sec, plus viticole, dans lequel on travaille le plus souvent. La partie nord et nord-est de la Charente est plus froide, plus acide. Enfin, c'est une autre nature de terrain. Bon, c'est là où est installée aussi la principale pépinière qui nous fournit les pépinières charentaises. Malheureusement, il faut faire avec aussi cette différence de sol et de culture entre les deux. Mais bon, c'est au prix d'avoir des végétaux locaux. Donc là, il y a quelques diapos qui montrent effectivement ces projets autour de bâtiments. Ce sont des projets déjà anciens. Aujourd'hui, on aurait peut-être encore moins de minéralité que sur ces projets. Une petite anecdote quand même, planter des arbres. L'élu était tellement content de sa salle des fêtes que ça a été compliqué de batailler pour pouvoir planter cet alignement de phrénoxyphiles. Plusieurs fois, il m'avait interrogé en me disant bon, mais ça restera bien bas, qu'on puisse continuer à avoir mon bâtiment qui m'a coûté quand même très très cher. Alors bon, quelquefois on ment un peu en disant oui, non, vous inquiétez, en espérant que ça pousse bien. Et aujourd'hui, je suis contente que ça ait bien poussé, qu'on voit moins le bâtiment, parce que autant nos projets en général, quand on plante des arbres, se bonifient au fil du temps, autant le bâtiment il commence à avoir des espèces de traînées rougeâtres sur ses enduits, etc. Donc je suis bien contente qu'on voit plutôt le rougeâtre des feuilles qui flamboient de ces frênes. Donc voilà quelques images. On travaille sur des terrains quelquefois qui sont vraiment très très caillouteux. Là, Cherves-Richemont, il y a une grosse carrière de calcaire sur le territoire. On travaille quelquefois sur des sols qui font 20 cm. Donc dans lesquels il faut y aller pour arriver à ouvrir des fosses confortables pour que ça puisse pousser. D'autres projets qui sont jamais évidents, pour lesquels très généreusement les maîtres d'ouvrage réclament des paysagistes, tant mieux, mais quelquefois c'est compliqué d'aménager les abords d'une station comme ça de potabilisation. Ça, c'est un projet. Je vais juste lever les dernières réserves. Ça fait 10 ans qu'on se traite ce projet. Entre la réponse à l'appel d'offres qui était en 2015-2016, et puis une longueur pour, vous allez voir, à la fin, on voit tout autour que le projet de paysage est quand même réduit à peau de chagrin. Enfin, il s'est réduit petit à petit à peau de chagrin en partant de plus large. Et on essaye quand même de faire des choses. Quelques ingrédients aussi dans ce projet, c'est l'usage, là, on voit à l'arrière de semis de luzerne pour essayer d'enrichir le sol, surtout quand on est en présence d'eau potable. La ville d'Angoulême boit une eau de surface.
l'eau de la source de la Touvre directement, mais on ne va pas plonger dans les profondeurs pour aller chercher cette ressource. Donc voilà, le genre de projet long et sur lesquels c'est plus difficile. Donc, je parlais comestibles, voilà. Un autre projet de zone d'activité à côté de Cognac, où on est sur des grands linéaires, 1 kilomètre de miscanthus pour essayer de cacher un peu toutes les boîtes à chaussures et essayer de réimplanter une végétation locale. Donc là, ça a poussé depuis. Tac. Ah bah ça n'a pas marché. Les projets en milieu rural, je peux quand même raconter que effectivement, ce sont des sujets qui vont revenir assez souvent. Alors il y a le sujet du lotissement, de moins en moins, parce que là ça construit. On construit un peu moins, mais c'est vrai qu'il y a les lotissements, les traversées de bourgs, des petits parcs. Alors, c'est pas la majorité des projets. Beaucoup de projets ces derniers temps de voies cyclables, donc notamment tout le long de la Charente, la fameuse Flo Vélo qui traverse la Charente. Et puis des sujets comme des cimetières, des sujets comme de plus en plus aussi des sujets scolaires comme la désimperméabilisation de cours d'école, de cours de collège. Donc là, j'ai quelques images à montrer sur ce sujet-là. Et puis aussi des expériences intéressantes de travail avec les collectivités, avec les services, soit espaces verts, soit avec les services techniques. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi, de pouvoir tisser des relations un peu longues de travail, de confiance. C'est toujours un peu difficile avec les marchés publics, finalement, effectivement, d'être parachuté, de venir une fois et puis de repartir. Et avec certaines communes, on a initié comme ça des séries de petits projets, de choses minuscules, mais qui finissent au fur et à mesure à faire un tout et qui permettent aussi de former les agents. Donc ça, on a initié ça à la... Enfin, c'est pas nous qui l'avons initié, mais on le suit depuis quelques années, un directeur de service technique qui nous avait sollicité, et puis de fil en aiguille, on intervient, voilà, au titre presque de la formation. C'est eux qui font, et puis nous, on dessine un petit peu pour orienter, parce qu'il était un peu désolé de voir toujours les massifs avec du caillou blanc, avec des annuels, avec des... Voilà, c'était difficile pour lui de faire changer les choses, donc il nous a fait un peu rentrer dans la place. Et voilà, on fait des petites choses intéressantes avec eux. Donc, je vais commenter un petit peu quelques images. Là, c'est un travail qu'on avait fait avec une petite commune qui est au nord d'Angoulême, Pranzac. Et le premier travail avec eux, c'était travailler sur une extension de lotissement dans une zone forestière. Et donc, on avait cherché à tout prix, là, le plan n'est pas déformé, à essayer de travailler un petit peu autrement pour notamment essayer de préserver toute une zone de Talweg très très boisée et de faire en sorte que les gens construisent leur maison au plus près de la voie. Alors c'est un lotissement un peu atypique. Malheureusement, les gens aiment toujours les formes un peu classiques de ce qu'on voit autour là, de ce qu'ils avaient commencé à initier.
en s'installant dans une zone boisée et puis en déboisant tout, surtout parce qu'il n'en reste plus grand-chose dans les premières phases de lotissement. Ça a été un peu compliqué et c'est resté assez compliqué pour eux ensuite d'arriver à vendre aussi ces parcelles. Donc là, on voit quelques images. On avait fait en sorte plutôt que d'avoir des règlements déjà d'installer des clôtures dès le départ, qu'ils puissent enrouler le temps du chantier et redérouler. De surtout pas avoir de trottoir, de pas avoir ce langage urbain en fait, alors qu'on est à la campagne. Donc ce sont finalement on a une palette d'interventions qui est peut-être assez répétitive, qui utilise beaucoup de matériaux semblables, mais qui fonctionne assez bien. Et là, finalement, la pierre, on a des petits murets dans lesquels ils vont mettre tout leur... on a installé toutes les arrivées de réseau, de boîtes aux LED, qui réutilisent les moellons du site. Un peu de ganivelle qui est effectivement fabriqué à 50 km, un peu de bois, enfin voilà, des choses très simples. Alors là c'est un peu moins simple, mais comme on a commencé à travailler un peu avec eux sur ce lotissement, on a travaillé également sur l'aménagement du bourg. Encore une fois, là c'est un projet qui a plus d'une dizaine d'années. Je pense qu'il serait beaucoup plus poreux, plus perméable aujourd'hui. On se rend compte que tout ce qui a été finalement initié déjà dans les pays du Nord il y a 20 ans, il y a 15 ans dans les métropoles, le temps que ça arrive à Bordeaux, entre déjà Paris et Bordeaux, ça avait déjà mis du temps, mais avant que ça arrive en zone rurale, d'accepter la porosité, l'herbe, c'est très récent. Enfin, ça date d'il y a 3-4 ans, pas plus. C'était assez difficile de leur faire prendre conscience que la moindre goutte d'eau tombée dans leur bourg avait une incidence sur les inondations de la Charente plus loin. Et finalement, voilà, le tout béton était quand même préféré pour ne pas être ennuyé avec l'entretien derrière. Ils préfèrent dépenser plus d'argent une bonne fois pour toutes, finalement en bétonisant beaucoup, plutôt que d'avoir à entretenir derrière. Sachant que la réalité de toutes ces petites communes, c'est un agent communal qui s'occupe de tout, voire une moitié d'agents communaux, pas du tout formés aux espaces verts. Et donc, forcément, ils essayent de limiter, avec la pression d'habitants, qui est quand même assez terrible, parce que les gens contents ne viennent pas le dire, mais les gens mécontents, alors là, pour le coup, ils sont pendus, ils sont en mairie tous les 4 matins. Donc là, c'était un projet dans le bourg de Pranzac, où il y avait effectivement des traces patrimoniales importantes, et aussi la présence d'une carrière de pierre sur le territoire de la commune, et les élus avaient vraiment à cœur de mettre en valeur la pierre. Donc on a essayé de la décliner de plusieurs façons, que ce soit en granulat libre, en gravier, qu'on la pose aussi en bloc de pierre, en pavé. Voilà, la fourniture à effectivement 5 km de la carrière nous autorisait à faire ces tests-là. Ça, c'était la petite image de l'affiche qui représente un autre village, Saint-Preuil, pour lequel on a fait plusieurs étapes de projet. Donc là, c'était les aménagements des abords de la mairie,
et de la salle des fêtes. On a fait pour eux après le cimetière et assez récemment un petit bout de jardin qui vient compléter l'ensemble et qui est suite à la démolition d'une maison. Alors c'était une des premières communes, là c'est un projet qui est déjà un peu ancien, mais sur laquelle on faisait du terre-pierre. Et alors qu'est-ce que j'en ai entendu parler de ce terre-pierre? Parce que là, effectivement, on a du parking un peu plus classique, là au premier plan à gauche. Et puis dans la partie de droite, c'est la suite du parking en terre-pierre qui sert l'été quand tout d'un coup il y a un loto, il y a une manifestation un peu plus importante et qu'il faut accueillir un peu de monde. Mais c'est... Cela dit, c'est pas évident parce que ces questions de terre-pierre, dans un bourg c'est réussi, dans l'autre c'est moins réussi, et ça tient à beaucoup de paramètres qu'on a du mal nous à bien maîtriser parce que déjà la nature du sol en place, selon qu'elle est très caillouteuse ou au contraire un peu grasse. Les conditions de mélange que va faire l'entreprise. Bon, on a tâtonné parce que le 60-40 du début, il n'est pas tout à fait... Enfin, 60 de pierre, 40 de terre, il n'est pas toujours efficient et quelquefois, il faut mettre moins de terre, un peu plus de pierre pour que ça tienne. En fait, on n'arrive jamais à avoir la bonne recette parce que... en fonction de la terre qui va être soit réemployée, soit importée, l'usage, la portance du sous-sol. Effectivement, c'est un peu compliqué parce qu'ils parlent beaucoup entre eux, tous ces élus ruraux, et c'est oh là non, je te conseille pas de le faire. Moi, on m'en a fait un, ça marche pas du tout. Donc, il faut un peu batailler avec tout ça. On expérimente là depuis 3-4 ans des mélanges sans terre qu'on appelle soit chaussée végétale, soit gravier enherbé, mais qui ont aussi leurs difficultés au départ pour pousser, qui utilisent des matériaux non calcaires. Et voilà, comme je l'ai dit, on est dans un territoire très très calcaire avec plein de carrières de granulats, et tout d'un coup aller chercher de la diorite. Il y en a en Charente, mais c'est plus loin, ou du béton recyclé, concassé, dont on ne connaît pas toujours les... quelquefois, est-ce qu'on ne retrouve pas un peu de traces d'enrobé dedans, etc. On n'a pas forcément envie de mettre des mauvais matériaux dans les sols et de polluer les nappes non plus. Donc... on continue à expérimenter, à tâtonner avec le sujet, avec d'autres matériaux là, ces derniers temps. Donc voilà, le fameux parking et donc quelques images de la traversée. Il y a des problématiques un peu récurrentes qui sont assez triviales. C'est par exemple l'usage des pavés. Là, par exemple, la continuité sur la chaussée du pavé, c'est une espèce de résine qui imite le pavé. Parce que effectivement ces projets on les fait dans un contexte souvent des monuments historiques. La plupart de ces jolis villages charentais ont une église romane. Donc effectivement, on présente les projets, les permis d'aménager à l'architecte des bâtiments de France, mais on travaille aussi avec les ADA, les services routes du département, qui ont d'autres avis sur les matériaux. Et quelquefois, c'est vraiment selon les sensibilités de chaque interlocuteur qu'on arrive à faire certaines choses ou pas. Une fois que ça marche, on essaye de convaincre ailleurs que oui, c'est une traversée résine, c'est pas du pavé, mais bon, ça va quand même y ressembler. Donc voilà, ça fait partie des dans les palettes de matériaux qu'on a, des discussions que nous avons. Oui, ça c'était avant.
Parce que je me suis dit, pour se faire plaisir, on va quand même mettre quelques petites images avant, parce que ça a l'air relativement simple, comme si ça avait toujours été, mais on part souvent de loin. Et surtout quand on enlève du stationnement. Là, il ne vous a pas échappé qu'il n'y a plus tellement de stationnement. Et donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre à la campagne. On se déplace tous en voiture, mais on n'aime pas marcher, encore plus qu'en ville, donc c'est un peu compliqué. Là, c'est quelques images dans mon village à Châteauneuf, où ça a été aussi compliqué, cette question de désimperméabiliser, avoir plus de place pour les plantations. Et là, j'ai un problème, notamment par rapport à l'entretien, parce qu'on fait des projets avec beaucoup de végétation, et même si on est dans une petite ville où il y a quand même une équipe qui est un peu plus aguerrie que finalement mon cantonnier unique du projet précédent, là, du demi-cantonnier qui est juste là pour normalement faucher les bas-côtés sur la commune. Il y a quand même un appauvrissement de la palette. Donc ça, c'était une photo il y a quelques années, oui, donc ça c'est l'image avant, et ça s'appauvrit parce qu'ils arrachent les bonnes en même temps que les mauvaises, et on finit par plus rien avoir, et puis au bout d'un certain temps ils reprennent la main, et plutôt que de repartir sur la palette initiale, qui fonctionnait bien avant qu'ils arrachent tout, alors là, du coup, c'est un peu, voilà, ça redevient kitsch, en fait. Donc ça, c'est aussi une problématique. Alors on pourrait dire que finalement, on a beaucoup parlé de maîtrise d'usage, de leur proposer, de les accompagner sur le long terme. On ne peut pas toujours le faire parce que quelquefois, même si on est dans un périmètre d'1 heure, on ne peut pas suivre tous les projets, toutes les communes. Mais là, c'est ma commune, hein, donc j'ai proposé, mais en fait, ils ont aussi leur petite susceptibilité. Donc là, ils ne veulent pas de conseils. Donc c'est un peu moins... c'est un peu moins réussi, mais ils continuent à désimperméabiliser, à faire d'autres projets. Et je m'inquiète un petit peu de ce que ça va devenir. Voilà, parce que c'était quand même assez généreux avec une palette hyper simple quand même. C'est reconnaître des goras, quelques agrostis, et puis au premier plan là, un peu d'origan. On fait pas des projets de choix de végétaux très très sophistiqués. Au contraire, on a une palette plutôt rustique avec des végétaux qui se ressèment tout seuls. Mais ça, c'est pour peu qu'on arrive à reconnaître les plantules quand elles apparaissent. Et ça, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, quelques images de réemploi. Là, par exemple, sur cette image, là, les graminées, il n'y en a plus du tout. Parce que d'abord, c'était coupé l'hiver. Leur faire comprendre que les graminées, on les plante pour un intérêt l'hiver. Ça, c'est compliqué. En général, 1er octobre, tout était coupé avant que ça soit sympa. Et donc, forcément, une fois que c'est coupé, ça ressemble beaucoup à la mauvaise herbe d'à côté. Donc, on arrache tout. Donc, ça, c'est un peu agaçant. Là, il n'y a plus rien, là, déjà. Voilà. Alors, nos projets, on passe beaucoup par le dessin. On fait un peu de 3D, mais plus ça va, plus on s'est rendu compte que finalement l'outil de dessin était quand même le plus efficace, le plus sympathique. Alors Emmanuel à l'agence est celui qui tient le crayon avec un joli crayonné. Là, je parle beaucoup de maîtrise d'œuvre, de projets d'aménagement. On a fait un petit peu au début de plans paysage, de chartes de paysage. Comme on n'est que 2, sans salariés, et que c'est le type de projet qui nécessite quand même de se concentrer assez fortement, assez longtemps sur le sujet.
c'est pas toujours très compatible avec la maîtrise d'œuvre dans une structure aussi petite que la nôtre. Alors c'est dommage parce que j'ai amené, parce que je l'avais pas, j'ai oublié de le mettre dans le PowerPoint, un petit carnet où il y a quelques blocs paysagers qu'on avait fait pour des plans paysages. Et pour aussi l'Atlas, la révision de l'Atlas du Poitou-Charentes. Voilà, c'est notre outillage de prédilection. Donc quelques petites images encore de mon village réaménagé, avec une place poreuse pas loin d'un ruisseau où on a encore une fois travailler avec de la pierre locale, remonter des murs. On partait de ça. Voilà. C'était du grillage, de l'enrobé partout. Je parlais tout à l'heure des terre-pierres, de l'acceptabilité de ces nouvelles matières. Quand on a fait ce petit parking là, c'est du terre-pierre. Alors oui, quelquefois c'était un peu gras. En hiver, et 2 ans après, ils ont remis un bicouche. Voilà. Donc ils ont eu du mal à accepter qu'il y ait de l'herbe et que en hiver, quand il pleut, pendant 2 mois sans s'arrêter, ce soit un peu gras. Donc malheureusement, il y a aussi des retours en arrière, et notamment par rapport aux cours d'école et de collège. Ma crainte quelquefois, c'est que ce ne soit qu'une mode et qu'on puisse à un moment donné revenir en arrière, parce qu'il faut quand même accepter qu'il y ait des copeaux qui se baladent, qu'il y ait un peu de boue qui se balade, et il n'y a pas beaucoup de tolérance quand même. Bon, il faut garder espoir, mais là en tout cas c'était l'exemple que le progrès il n'est pas toujours linéaire et qu'il y a quelquefois des boucles et qu'on revient en arrière. Ça arrive. Voilà, donc ça c'était pour ce petit projet. Quand je parlais des abords d'église, c'est vrai que nos principaux soutien dans la commande en Charente, ce sont les ABF, ce sont les architectes des bâtiments de France qui poussent beaucoup à nous faire travailler, qui finalement voient arriver quelquefois des projets soit bricolés par les communes elles-mêmes, soit confiés directement à des bureaux d'études ou des géomètres, et qui maintenant ne travaillent plus tout seuls, parce que au bout d'une dizaine de fois, quand on retoque la copie, qu'on leur demande après coup d'aller chercher un paysagiste qui remet tout à plat, qui remet tout en question, c'est un peu désagréable pour tout le monde. Donc il y a des habitudes qui sont prises aujourd'hui, et on a en Charente des ABF qui sont très sensibles à la question de l'arme, à la question justement de la perméabilité. Avec d'autres contraintes. Il y a d'autres contraintes en ville. C'est aussi un peu compliqué de l'expliquer et d'être vraiment certain de ne pas être à l'origine de certains désordres. Notamment les ABF en Charente demandent à ce que tous les pieds de bâtiments en ville et dans les villages soient respirants. Donc que ce soit du pavé, que ce soit du gravier, des bandes végétales. Et il y a toujours un élu qui vous brandit la menace d'un recours de riverain dont la cave est devenue humide alors qu'elle n'était pas avant. Donc c'est sans arrêt c'est flux et reflux de ces questions-là, avec toujours des craintes. Donc là, je vais passer ces petites images. On se fait plaisir quand même, un peu de végétal. Il y a certaines communes qui arrivent à les conserver. Donc là, c'est un aménagement assez récent, de petites placettes, de pavés calcaires. Ça c'était avant.
C'était 2 ans auparavant, de l'enrober partout, posé sur des placettes qui autrefois, on le voit sur les cartes postales anciennes, qui est un outil qui nous sert beaucoup justement pour dialoguer avec les élus, qui étaient souvent des placettes complètement en calcaire, complètement libres de tout mobilier, et donc qui ont été simplement revêtues. Donc avec des petites intentions, voilà, toujours très très simple, pied d'église désimperméabilisé avec cette végétation de pieds de mur, très simple, un peu de pavé. Quand on vient de là, en fait, tout est possible. Hein, mais bon, il y a toujours une réticence. Là, à droite, là, moi, j'aurais bien vu un tilleul de plus, mais alors, sur le PA, c'était comme ça, le chantier est comme ça, et puis sur le chantier, ah bah non, celui-là, on a besoin, ah bah le corbillard, ah bah le... Et puis, quelquefois, ça détricote sur le chantier, des choses qui étaient actées, qui étaient validées. Voilà, il faut être vigilant, en fait, à tous les stades. Ben, ce dernier arbre qui était prévu, pas d'arbre. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est vrai que c'est sans arrêt des négociations et c'est pas toujours évident, mais en fait, dès l'instant où on n'est pas là à une réunion, qu'on laisse un peu la main à son binôme Verdet, bah alors lui, il acte toujours tout ce que demandent les élus sans forcément défendre le sens du projet. Donc il y a quelquefois des petites renonciations. Voilà. Et alors ça, bah, tous les villages de Charente sont comme ça. Enfin, c'est celui-là comme peuvent être tous les autres. Voilà, des petites choses très simples. On fait du dessin, de l'esquisse à main levée. Comment dire, la maîtrise d'œuvre se négocie pas très bien à la campagne. Hein. On ne vit pas forcément très très bien de ce métier-là à la campagne. Donc on essaye d'être malin, de gagner du temps. Et finalement, l'outil à main levée, ça fait gagner du temps aussi. On prend l'outil informatique vraiment après pour les phases de pro et des CE, mais ça nous permet d'être un peu plus souple. Il y a et la qualité du rendu qu'on aime bien, mais aussi des questions un peu financières pour essayer de gagner du temps sur des honoraires qui sont un peu maigres. Parce qu'on essaye de faire des projets qui sont pas trop coûteux, mais voilà, ça se négocie, pour parler crûment, dans les 5, 6, maxi 7% des travaux. Et donc, quelquefois, on a des travaux qui se font par petites phases, découpées en tranches de 150 000 €, 200 000. Donc, ça peut aussi traîner, durer des années. Et quelquefois, il y a une seule tranche qui est faite et pas le reste. Et on se dit, finalement, et puis... de faire des plans paysages un peu plus larges, que ça peut être intéressant parce que les phases ultérieures, on n'a plus qu'à faire la maîtrise d'œuvre, mais en fait, ils relancent. Et il y a une nouvelle équipe et on repart à zéro. Et voilà, quand on ne fait pas les différentes phases, on se rend compte qu'on repart à zéro malgré tout. Ça a été le cas à Châteauneuf, on a fait 3 places, 2 rues. Et en fait, on avait fait au stade d'avant-projet un projet beaucoup plus large, ce qui était demandé dans le cahier des charges qui avait été élaboré par l'ATD. Et en fait, là, il y a une nouvelle tranche de travaux qui a été lancée. Et on est reparti du diagnostic, et on refait un diagnostic. Donc c'est bien d'avoir cette... et on prêche pour ça, pour avoir une vision... plus large et à long terme, mais ça ne fait pas forcément gagner plus de temps derrière. Le fonctionnement de la commande, c'est souvent effectivement le travail du CAUE
sur des phases de diagnostic et d'esquisse. L'ATD ensuite fait le chiffrage de ces travaux et les marchés sont lancés sur cette base-là. Alors là, ça va mieux, mais au départ, on a eu quand même une période de rodage un peu compliquée parce qu'on avait quelquefois des marchés qui étaient lancés pour 1 million d'euros, pour des bourgs où il y avait 800 habitants, et puis une capacité d'investissement qui était très très faible. Et donc on en dessinait, et puis finalement, il y avait très très peu de choses qui étaient faites parce que finalement ce qui les intéressait, c'était ralentir la vitesse. Eux, ils voyaient bien juste 2 dodanes et puis un petit resserrement, et c'était compliqué d'aller plus loin. Donc c'est vrai que partir de la capacité de la commune aussi, c'est important. Donc là, c'est un projet qui est à Château-Bernard, c'est à côté c'est la banlieue de Cognac, sur un aménagement d'abord d'école. Voilà, qui était effectivement et de traversée, de sécurisation, avec au départ du stationnement qui était très très proche au ras de la grille et qu'on a reculé avec des matériaux. Voilà. Alors là, il fallait du plus solide, donc on est quand même armé avec un peu de béton. Ça avait été demandé, ces projets tout simples. Donc quelques projets, juste deux, des petits projets de parc. Un parc à la campagne, un peu bizarrement implanté, un peu loin de tout. Ce qui fait que ça a été un peu compliqué. Il y a eu un peu de vol, un peu de dégradation aussi. La nacelle qui disparaît au bout d'une semaine. Là, ça s'est un peu stabilisé. Et alors sur ce projet, en fait, on a travaillé aussi, et alors ça, on essaye de le faire de plus en plus. C'est pas toujours évident, mais on aime bien de travailler avec des artistes et des artisans. Et là, il y a eu effectivement un lot artistique. C'est jamais évident de d'écrire un lot artistique où on essaie de laisser de cadrer les choses, mais de laisser les artistes travailler. Et donc là, c'est un groupement qui s'appelle le Carré Bouge, qui regroupe des artisans d'art qui font du métal, du bois. Et donc là, ils ont travaillé sur des bancs, on le verra peut-être après, à base d'arbres tombés et récupérés, et du déchet aussi de découpe laser. Donc il y a ces bancs qui ont été faits, et une pergola qui a été réalisée en métal de récupération, et une autre structure sonore pour les enfants. C'était un jardin, la commande, c'était un jardin des 5 sens. Donc il fallait travailler aussi sur ce thème-là. Ça fonctionne bien, il se défoule bien, et on en a profité parce que finalement ce parc, le fait d'être loin de tout et de ne pas avoir trop de voisins, pas trop de nuisances, c'était un atout. Donc sur des terrains là, très séchants, là, je pense qu'on doit le sentir, là, très très peu de sol, il n'y a pas eu besoin d'apporter de calcaire, il était déjà là. Donc voilà, ce petit parc qui partait d'une structure existante, là, un sanitaire. Voilà, on voit les bancs avec les dossiers, avec les... Et donc un arbre... alors j'avais voulu faire venir, j'avais découvert il y a 15 ans ce musicien qui fait des arbres à son. Qui était venu à Majolan à la fête de Blanquefort, et j'avais trouvé ça extraordinaire. Donc j'avais construit tout ce lot artistique un peu dans sa direction pour qu'il puisse répondre, etc. Puis finalement, il n'a pas répondu.
Et puis après, il m'avait dit oui, mais mes arbrassons, ils se mettent à l'intérieur, pas à l'extérieur, ça n'a pas marché, tout ça. Donc le Carré-Bouge a quand même fait ses arbrassons, pas comme les siens, mais ça fonctionne quand même. Alors pas juste en caressant avec les doigts, mais avec une petite baguette de bois. Ça fonctionne aussi sur une belle loupe d'acacia récupérée. Donc voilà, ça c'était le projet de départ qui a été un peu revu à la baisse sur certains secteurs, hein, avec un petit camping également. Et un deuxième petit parc qui était existant, qu'on est venu améliorer en réouvrant une tranchée. Ouais, ça c'était une tranchée drainante qui était complètement fermée, et donc qu'on a réouverte avec un petit passage à gué. Et puis voilà, un travail assez simple autour des stationnements. Et quelquefois dans le travail avec les équipes, les services techniques, il y a aussi des bonnes surprises, parce que là, en tout cas, ils avaient, eux, dans leur équipe, un maçon. Donc il y a toute une partie qui a été réalisée en régie. Donc ça, c'est assez précieux. Et effectivement, leur poser la question de quelles sont les compétences quand ce sont des collectivités un peu plus importantes, savoir s'ils ont des compétences en soudure, en maçonnerie, pour pouvoir travailler à partir de ces savoir-faire, c'est quelque chose d'intéressant. Donc là, on a posé... l'idée, c'était à très peu de frais, parce que là, c'est un projet à 200 000 € sur tout le parc, donc c'est quand même pas grand-chose, d'essayer plutôt de souligner certains traits existants. Et là, il y avait une ancienne carrière, puisque ça dépendait d'un parc un peu plus important. Et rien que souligner, faire en sorte aussi que les feuilles mortes soient disposées, soient maintenues sur le sol, ça donnait une limite pour qu'ils laissent les feuilles derrière ces pierres. Donc là, c'est toujours les mêmes pierres qu'on a vues à Pranzac, qui viennent de cette carrière, la carrière de Luget. Et ils ont un produit intéressant qui est presque un produit un peu de rebut. On voit une des faces qui est éclatée. C'est vraiment la partie qui est arrachée, et qui en général est plutôt peu exploitée. Et donc ils s'en servent pour faire de l'enrochement. Mais je trouve qu'il y a quand même une belle qualité dans cette partie arrachée. Donc les autres faces sont bien sciées, et ce sont des pierres qui sont peu coûteuses, donc qui nous permettent effectivement de faire des assises à moindre coût par rapport au prix d'un banc et de sa zone de propreté, etc. Ça permet ou même d'un bloc de béton qui peut coûter 2 fois plus cher que cette pierre bon marché. Bon, ça c'était une petite faiblesse. Je crois que tout le monde a eu envie un jour d'implanter du saule. Comme je vous le disais, moi je travaille surtout sur des terrains très secs, très caillouteux. Et là, pour une fois, il y avait une zone humide, voire même inondable. Il y a une partie inondable. Et donc, on en a profité pour faire intervenir des vanniers pour faire cette structure. Je suis très contente, ça a très très bien marché, pas de mortalité. Ils ont les pieds dans l'eau au moins 15 jours par an quand tout déborde. Donc ça marche bien. Voilà, ça reste assez ludique et c'est pérenne. Voilà, ça c'est la taille de ce petit parc. Là, je vais passer assez vite. C'est toute une finalement une série d'aménagements qui s'est fait le long de la Charente, de pistes cyclables. Donc, ce sont des projets, quelquefois, on se demande, où est forcément notre plus-value. Elle tient quelquefois à des toutes petites choses, une teinte de la route, le fait d'avoir un mobilier très, très simple.
quelques plantations, arriver à faire en sorte que qu'il y ait un peu de consoude, un peu de carex qui arrive à pousser sur des berges et que ce soit pas toujours trop nettoyé, quelques plantations, replantations d'arbres. Donc ça, on l'avait initié on avait démarré il y a 10 ans à Bourg-Charentes, et puis après il y a eu un marché le long de ce qu'ils appelaient la Flo Vélo, qui est une piste cyclable qui relie la Charente-Maritime de l'île d'Aix jusqu'à la Dordogne, maintenant jusqu'à Sarlat, et qui n'est pas partout en site propre. Donc là, ça a été plusieurs années de travaux tout le long de la Charente, et on continue sur des petits bouts là à Angoulême de faire des bouts de cette Flo Vélo. Donc voilà, c'est comme un collier dont on enfile les perles au fur et à mesure, et qu'on poursuit avec un peu de disposition de mobilier, des pontons pour la pêche, essayer quelquefois d'intégrer certaines structures. Là, le camping qui avait des clôtures assez vilaines, les poubelles, essayer de faire en sorte que finalement notre travail se voit le moins possible, de disposer un mobilier simple. Alors c'est pas si simple que ça, parce que les bouts de grumes, il faut les arrimer, parce que la Charente, elle déborde de son lit tous les ans ou une fois tous les 2 ans. Donc pour éviter que ce soit embarqué, il y a des tire-fonds en biais, etc., pour que ça puisse quand même rester en place et que ce soit pas emporté. Mais voilà, ça on a commencé à un bout, et là on continue à les poser jusque dans les zones un peu plus urbaines. Donc voilà, des parkings, il y a tout un tas de choses qui nous sont demandées tout le long de ces aménagements. Alors de temps en temps, on peut se risquer un peu de poésie, mais très vite il n'y a plus de sous, donc on est resté à des choses assez basiques. Mais c'est vrai que quelquefois, apprendre à regarder des belles choses, inviter les gens à regarder certaines choses, ça peut être ça peut faire partie de notre rôle. Voilà, là c'était toute une partie. On est de retour dans la traversée à Châteauneuf, donc une partie de chantier que j'ai pu faire à vélo pour une fois, pas en voiture, où on a vu des prescriptions de laisser pousser un peu la végétation. Tout était très très tendu. Bon, malheureusement, là on voit des petits manchons à gauche, là au pied de chaque arbre, mais le mal était fait. Le rhotophile avait déjà sévi. Ça, on essaye à chaque fois de leur dire, mais on laisse un peu l'herbe pousser au pied des arbres, on ne s'approche pas. Et l'air de rien, il y a 50% des sites. On a beau quelquefois mettre les manchons. Ça, c'est une réalisation qu'ils avaient faite, eux, en régie. Pas de manchons, la moitié des arbres sont abîmés. Ça, c'est... Voilà, en gestion, c'est toujours un peu compliqué. Il y a un gros boulot de formation des techniciens à ces questions liées aux arbres. On retrouve nos troncs tout le long. Bon, je vais passer un peu vite parce que là, il y en a un certain nombre, avec toujours des ingrédients. Bon, là, c'était un petit clin d'œil, parce qu'on nous avait demandé de faire un peu des propositions un peu originales, mais de celles qui n'ont jamais vu le jour. Il y a beaucoup, tout le long, là, les pêcheurs sont toujours en train de casser des branches pour mettre leur petite canne à pêche. Donc, on leur avait proposé de faire des installations. Il y avait plusieurs choses comme ça qui étaient amusantes, qu'on avait découvertes en faisant le diagnostic le long de la Charente. Il y a aussi les cordes qui servent à se balancer et à aller plonger un peu plus loin. Donc on avait essayé de mêler un peu de clin d'œil artistique, mais ça n'a pas pris, voilà, à part le cadre qui est resté.
Ils nous ont dit qu'après, ils allaient lancer un appel d'offres plus sérieux, où on ferait venir des artistes comme la Loire à vélo, comme d'autres. Donc on n'est pas allé jusqu'au bout de cette idée. Donc là, c'est pour montrer un peu les linéaires qui étaient... donc là, il y avait 3 années, là ça a fait 3 ans de chantier là, sur ces linéaires entre Cognac et sans aller jusqu'à Angoulême. Et donc là, c'est les toutes récentes dans la traversée d'Angoulême. Là, on est dans le centre d'Angoulême, avec des tests d'autres matériaux un peu plus urbains, parce que là, c'est vraiment utilisé aussi par les rollers, les poussettes. Il n'y a pas que les vélos. Et il y a la question aussi des crues fréquentes. On n'avait pas eu beaucoup de chance la première année quand on avait fait la première séquence de Flow Vélo. Sitôt le revêtement, le calcaire, parce que c'était un calcaire compacté mis en place. C'était juste avant l'hiver, parce que on avait une fenêtre qui était donnée par rapport à la zone Natura 2000, qui était de vraiment faire les travaux dans cette séquence septembre-octobre, maxi-novembre. Donc on fait ça juste avant la saison des crues. Donc c'est parfait, ça n'a pas manqué. Bam, une crue. Alors on a remarqué que ces revêtements, ils tenaient bien, mais au bout d'un an. Mais quand la crue, elle arrive juste après la mise en place du matériau, là, c'est pas suffisant, en fait. La tenue, la prise, elle n'est pas suffisante. Donc, il a fallu rebelote une crue. Et puis, on ne peut jamais savoir si c'est à l'automne ou au printemps. Donc, là, dans la traversée d'Angoulême, on a testé d'autres matériaux. Là, c'est ça y est, je me souviens plus du matériau. C'est un matériau un peu plus fermé. Et là, qui a supporté la crue l'année dernière sans du tout de problème. C'est pas un enrobé, c'est un revêtement à froid. Alors ça, c'est une marque. C'est une marque, mais une grave émulsion. Une GE claire, voilà. Parce que là, pour le coup, on est effectivement aussi en zone et Natura 2000 et monuments historiques. Et donc là, on bataille sévère sur les matériaux, sur les teintes, avec l'architecte des bâtiments de France. Et donc, entre le matériau calcaire qui nécessite quelquefois de beaucoup décaisser et amener beaucoup de matériaux, finalement, elle permettait de garder le matériau en place et de n'apporter vraiment qu'une faible couche. Donc, finalement, en termes d'aile et venue, de camions, le bilan était plus intéressant que du calcaire. Donc, on a opté pour ce matériau-là. Oui, ça, c'était avant. Donc on partait finalement on avait déjà un revêtement qu'on a décrouté proprement, puisque tous ces matériaux bitumineux se recyclent à 99%, donc il n'y a pas lieu de s'embêter à les... voilà, on peut facilement les retraiter, mais du coup on avait déjà toute l'assise calcaire, donc plutôt que de la décaisser, de l'enlever, de la jeter finalement pour avoir ce calcaire. Là, on avait juste cette surface à mettre par-dessus. Et d'avoir des semis. Donc là, je me bats un petit peu. J'ai essayé de me battre avec les services de Grand Angoulême pour qu'ils ne fauchent pas en permanence. C'est compliqué aussi. Parce que là, les photos ont été prises un jour où c'était la profusion, ça bourdonnait dans tous les sens. Et donc, petite visite avec les élus. Ah oui, c'est sale, on va vite faire passer j'ai dit non, c'est pas sale du tout. Là, c'est bien, il y a plein de fleurs, c'est passé. Enfin, on ne peut pas trouver. Mais pour eux, c'est sale, toujours. Et donc, ça n'a pas loupé. C'était pendant le festival Musique Métis. Donc, je suis revenue le lendemain pour le festival. Tout était
Tout était fauché, tout était propre. Enfin, du coup, on voyait bien tous les papiers sales qui s'étaient pris dedans. Et donc là, pour le coup, c'était vraiment crade, mais pour eux, c'était propre. En plus, comme ça, il avait beaucoup plu et que toute cette végétation n'était pas du tout sèche. Tout ça était bien pourrissant, là, ça sentait bien le pourri, là, partout, l'herbe. Parce qu'il y en avait une bonne couche. Donc, voilà, on essaye de convaincre, mais ça va être long, hein, les amis. Il y a du boulot encore. Donc voilà, quelques images d'Angoulême et des images qui vont un peu plus loin. Alors là, pour le coup, on avait fait un schéma qui débordait un petit peu. On n'était pas sur l'emprise gérée par Grand Angoulême. On essayait d'aller un peu plus loin. Là, vous avez vu l'image avant, en fait, ils installaient le Luna Park, donc on a cette grande dalle là bitumineuse, et donc on leur a un peu expliqué que ce serait bien peut-être déjà de commencer à, sans complètement contrarier l'usage du site, de commencer à faire des fissures pour faire venir la végétation. On a un exemple qui est, alors je sais pas, non, je l'ai peut-être pas pris en photo, qui était assez intéressant parce qu'ils avaient disposé des gros blocs, là, les petits ronds blancs, là, c'était des gros blocs de calcaire, et en fait autour de ces blocs de calcaire, dans lesquels finalement un peu de mousse, un peu de limon s'était déposé. Alors là, il y avait des peupliers qui avaient commencé à pousser. Donc finalement, on n'avait même pas besoin de planter. Il suffisait de laisser faire, de mettre quelques obstacles pour que ça puisse pousser tout seul. Donc on avait commencé à initier un peu ce découpage qui suivait un parcellaire ancien, puisque évidemment sur toutes ces zones-là, c'était des jardins potagers en lanière, pour essayer de commencer doucement à amorcer la réversibilité du site, qu'on puisse continuer à pouvoir se stationner dessus, mais qu'on commence à le renaturer. Bon, entre-temps, là, toute la pointe là, qui est verte, ils ont eu besoin de faire du parking, ils sont revenus. Il y a un magnifique parking en enrobé bien lourd qui a été fait sans permis d'aménager, ni rien. Enfin, bon, voilà. Il y a ceux qui... c'est ça qui est un peu déroutant aussi, c'est que finalement on essaie de bien faire les choses en demandant les autorisations, puis quelquefois sous couvert d'entretien, les collectivités ne demandent rien à personne et reviennent à leur pratique habituelle de rouleau compresseur. Donc ça, c'est hyper frustrant parce que voilà, ce sont nos interlocuteurs de tous les jours, et on se répète. Donc la campagne, on essaye aussi de la faire rentrer un peu dans la ville. Je parlais tout à l'heure d'une commune avec laquelle on a initié des choses, et on essaye d'y aller pas à pas. Donc là, ça a été à l'occasion du réaménagement d'une rue, de faire en sorte qu'il y ait du trottoir que d'un seul côté. Alors ça, c'est des pratiques qu'on avait déjà dans les traversées de bourgs ruraux, et qu'on leur a proposé quand même d'essayer. Bon, la Couronne, c'est pas non plus voilà, c'est pas Angoulême non plus, mais c'est quand même une petite ville. Voilà, il y a une certaine urbanité à la Couronne, mais bon, ils ont joué le jeu. On a initié ça sur une rue en espérant pouvoir le faire sur d'autres, parce qu'on a quelquefois des trottoirs ridiculement petits, et finalement ça incite les gens à marcher sur la voirie et à apaiser aussi. Donc voilà, c'était laissé dans cette rue. Je parlais des bandes de perméance le long des bâtiments. Donc voilà, là c'est quelques rangées de pavés qui à terme arrivent à s'enherber. On sème, et ensuite ça s'installe plutôt facilement. Donc voilà, quelques images dans le centre de pieds de mur. Après, il y a des choses vraiment minuscules. Ça, c'était voilà, ça fait partie des projets où on vient avec eux, on fait le croquis, et puis ils réalisent derrière, ils décroutent les abords d'une école.
On partait de ces 3 platanes qui avaient de l'enrobé jusqu'au collet, étranglé. Et puis, ce sont des choses qui font en interne au fur et à mesure. Un peu de gravier, poser un peu de quelques planches sur un soubassement de béton qui était déjà là. Et voilà, c'est des choses assez simples. Là, on a initié aussi sur certains parkings de réétudier vraiment l'implantation du stationnement. Et dès qu'on a du délaissé, qui n'est pas utilisé par la voiture, systématiquement décrouter. Alors, ils ont un marché à bon de commande avec une entreprise de travaux publics. Donc, il y a du prix au mètre carré pour décrouter et pour remettre de la terre végétale. Et puis, après, le service espace vert se charge de faire les plantations. Nous, on leur fait une palette, on fait la liste des courses. Ils n'ont plus qu'à aller commander dans les bonnes pépinières. Et là, ils avaient invité les écoles. Je ne sais pas si j'ai une image. On est juste à côté de l'école en plus. Donc, même s'il faut un peu quelquefois refaire derrière eux, à venir planter. Donc, c'est 3 fois rien au milieu du parking. Et donc, là, cet hiver, ça, c'était il y a 2 ou 3 ans, cet hiver, on a continué un peu plus loin. Voilà, c'est la théorie des petits pas. Voilà, ça, on fait un petit bout de croquis. Il y a la liste des plantes et ça se passe comme ça. Ouais, c'est l'heure. Ouais, j'arrête. J'arrête peut-être juste sur cette image, parce que tout à l'heure, je parlais de faire travailler des artistes. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que on est 2 à l'agence, donc avec Emmanuel. Et Emmanuel a eu aussi une petite saturation du boulot de paysagiste à un moment donné. Ça arrive de temps en temps. J'ai l'impression chez les paysagistes qui ont besoin d'aller voir ailleurs. Et donc, il fait de la sculpture métal, lui aussi. Donc, quelquefois, on arrive à lier les deux. Et là, c'était pour un projet de cimetière sur la même commune où on a installé, effectivement... on a planté un arbre en métal sur ce projet. Voilà. Avec un jardin bouquetier aussi, là-dedans. Donc j'arrête là. Oui. Non, mais vous avez raison. Bien sûr. Si tu veux évoquer un dernier sujet. Non. Il y avait juste les écoles et les collèges, peut-être. Je vais passer très, très rapidement, parce que c'est un peu le sujet du moment. Mais non, je vais passer plus rapidement là-dessus, sur ces petits projets, grands et petits. Hop. Et là, on a... Oui, alors, je parlais de la couronne tout à l'heure et des expérimentations. Et on a travaillé à la couronne avec Edith Maréjoul qui développe aussi des outils pour... qui travaille sur la question du genre. Et donc on avait travaillé ensemble sur cette cour d'école. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les phases d'expérimentation. Donc là, elle, c'était quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire, expérimenter. Et donc là, on l'avait fait dans cette cour d'école. Et on l'a réexpérimenté aussi dans une cour de collège. Et donc c'était une séquence assez intéressante avec un peu de briques et de broc. Là, on avait mis les copeaux directement sur l'enrobé avant de faire les travaux. Et ça, c'était plus pour lever les derniers doutes de la direction, des enseignants. C'est une des premières écoles qui a été faite en Charente. Ici, en Gironde, on était un peu plus en avance, mais pas tant que ça en Charente. Donc ça nous avait permis de faire ces tests. Ça avait été assez drôle. Ça, c'est encore... non, ça c'est la phase après test de ces écoles. Et donc ça, c'est une phase
on a fait aussi une phase de test dans ce collège. Ouais, j'ai quelques images. Alors c'était quand même assez drôle de se faire... Alors comme les collèges appartiennent au département, mais que le département gère aussi des routes et qu'ils ont des services qui ont du broyat, qui ont des bordures, du coup on a pu faire ces tests avec eux, avec les élèves qui mettent la main à la pâte. Bon, ça dépend ça dépend évidemment des directions. Là, il y avait une direction plutôt conciliante pour faire tous ces essais qui ont duré quand même plusieurs mois, parce qu'une fois que c'était installé, ils en étaient plutôt contents avant qu'on passe à la phase finale. Et donc là, on est en train d'en faire un autre à Cognac. Ils sont en train de planter les arbres, mais ça a été livré au départ sans les arbres, puisqu'on essaye de faire les chantiers l'été. Et donc là, c'est en cours. J'avance, parce que là, ce sont des projets qui sont plus urbains, mais c'est comment amener finalement ces projets ruraux jusque dans la ville. Toc. Et comme ça, je finis sur une image de chantier, d'un projet encore à la couronne, puisqu'on les suit finalement depuis toutes ces années-là, de reméandrer, de remettre à ciel ouvert un ruisseau dans un parc, dans une zone en rue, avec des confrères, avec Hangar 21. Parce que quand des projets sont un peu trop gros, comme on n'est que deux, le principe c'est qu'on s'associe, voilà, pour être un peu plus fort. Voilà, si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Bonjour. J'avais une question sur les projets de lotissement, qu'ils soient ruraux ou périurbains ou urbains finalement. Comment vous travaillez la question des voies vertes entre les lotissements, entre les parcelles, pour arriver à aménager plus de biodiversité et pas juste parceller le terrain, même si il y a une perte de biodiversité via les arbres? Comment vous arrivez à faire connecter les parcelles? Connecter les parcelles. Je crois que j'ai pas tout saisi. Des bandes, parce que en fait, elles sont accolées, donc il n'y a pas de bande entre les parcelles. Il y a des barrières ou des clôtures entre les parcelles ou les... Eh bien, nous, on prône le fait de effectivement mettre ces ganivelles entre les deux, parce qu'on se rend compte que dans les lotissements, la première chose que font les gens, même avant de faire l'enduit de façade, c'est vite se clôturer. Donc le fait qu'il y ait déjà une clôture, ça évite effectivement déjà le panachage, et d'utiliser ce type de clôture, ça laisse quand même une certaine perméabilité, en tout cas... que les petites espèces arrivent à se balader d'une clôture à l'autre. Mais bon, après, savoir s'ils ne vont pas redoubler avec d'autres matériaux ces clôtures, après, ça nous échappe un petit peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sur le même sujet, ça vous arrive d'avoir des commandes de permis d'aménager, justement? C'est quelque chose, c'est un des terrains qu'on a réussi à acquérir, donc de pouvoir signer ces fameux permis d'aménager. Et du coup, ça rejoint un peu cette question, c'est-à-dire qu'en gros, de composer et d'avoir un peu plus d'impact sur la composition de l'espace, et donc ces fameuses... continuité verte. Oui. Après, c'est vrai que là, les derniers documents d'urbanisme incitent beaucoup à réduire les tailles de terrain, incitent beaucoup aussi à être plus compact. Donc, effectivement, il y a notre regard plus sur le domaine de l'urbanisme dans ce dessin-là.
donc oui, on en fait un petit peu. Bon, après, c'est pas le sujet le plus passionnant, hein, quand même, parce que ça, voilà, c'est. Mais on le fait quand même en se disant que peut-être que si c'était géré uniquement avec ce souci d'aménageur, ce serait peut-être pire. Donc quelquefois, on l'endosse en se disant, voilà, on va essayer de ramener un peu de qualité, arrêter les bordures, arrêter les trottoirs. Essayer d'arrêter de diluer aussi trop les choses, parce que dans ces lotissements tout est très dilué, mais pour avoir un vrai bel espace, avoir des espaces de partage, essayer d'avoir moins de tuyaux, que les choses se passent plus en surface, essayer d'infiltrer. Oui, mais malgré tout, on a quand même, il y a quand même de l'intérêt à ce que ce soit les paysagistes. Cela dit, ça freine beaucoup. On n'est pas dans une... justement, en Charente, il n'y a pas le dynamisme peut-être des agglomérations que vous avez en Gironde, et qui fait que ce n'est pas forcément le sujet le plus récurrent pour nous. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement... la différence entre votre vécu et vos commandes par rapport à des paysagistes de la ville, ils sont pas des champs. Voilà, il n'y a pas une différence énorme. Peut-être effectivement, ce que j'ai entendu, c'est cette question du substrat et des moyens, effectivement, qui sont vraiment prégnants par rapport à vos conditions de travail. Et après, il y a des sujets, je trouve, qui sont très intéressants à aborder ici. Il y a la question de la commande et évidemment de la culture, en fait, vis-à-vis du paysage, mais aussi de la formation. Et là, comme on est quand même quelques enseignants, effectivement, peut-être de faire des ponts avec d'autres types d'établissements qui forment justement les fameux gestionnaires, les jardiniers, etc. Pour une école de paysage, ça pourrait être intéressant par rapport à tout ce que tu as raconté, quoi. En fait, c'est fondamental, quoi, parce que nos projets n'existent pas sans ça. Après, il y a la formation des élus là qui commence, qui a été confiée au CIE. Donc là, je vois qu'en Charente, il y a des choses là, il y a des frémissements. Ils font des formations là pour les cours d'école, ils vont en faire là sur la gestion des eaux pluviales. Ils insistent sur le fait que ce soit un binôme d'un technicien avec un élu. Et ça, c'est important que les deux soient raccords, parce que très souvent, en fait, c'est les deux. Hein. On se rend compte qu'il y a des élus qui imposent des choses aux techniciens, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire des espèces de techniciens tout puissants qui savent qu'ils sont là pour l'ensemble de leur carrière, que l'élu va être de passage et qui continuent à faire comme ils ont toujours fait. Et c'est assez... C'est assez étonnant de voir ça. Donc l'idée du binôme. Après, malheureusement, je me dis que ceux qui viennent se former, quelquefois, c'est ceux qui sont déjà sensibles à tout ça, malheureusement. Donc, bon, on ne va pas mettre un permis d'exercer. On va y arriver, Anaïs. Restons positifs. Et on a vu sur des territoires au bout de 10 ans, 15 ans que les choses pouvaient évoluer. Vraiment un grand merci Anaïs et Emmanuel pour cette présentation. J'ai pris un peu en cours, mais c'est toujours un travail avec autant de poésie, autant d'attachement, de respect du lieu et de sublimation du paysage. Merci pour ce très beau travail. Juste sur la question des territoires, en fait, comme disait Marion, on a exactement les mêmes problématiques sur vos territoires, sur d'autres plus girondins ou plus nationaux. La question du budget, elle se tend et elle se retend. C'est pas une question de dimension ou de dynamisme. Là, demain, après-demain, les jeunes, écoutez bien, ça va être très compliqué. Il va falloir qu'on soit toujours de plus en plus créatif et inventif. On a ça en nous, dans notre ADN de professionnels, et on a toujours su rebondir depuis 20 ans. C'est la 3e crise économique que je vis dans ma carrière. On sera se réinventer. Et poursuivre le travail et pas lâcher. On lâche rien en paysage. Sur la question de la gestion, ça c'est quand même un vrai sujet. J'en ai marre moi aussi de lutter et de ne pas arriver à faire avec
les directeurs de services techniques, avec les jardiniers, avec les entreprises jardins espaces verts, pour que nos projets soient accompagnés et nos projets évoluent le mieux possible. Je suis moi aussi ulcéré de voir les collets abîmés par les rotophiles, etc., etc. Bon, il y a quelque chose que j'ai essayé de mettre en place, c'est sur l'accompagnement du parfait achèvement sur des missions de maîtrise d'œuvre. C'est aller plus loin, et ça commence à prendre. C'est-à-dire que j'impose à mon maître d'ouvrage de fait le contrat d'entretien pendant 3 ans de l'entreprise sur le site, marché public ou marché privé. Je le mets d'office, dès l'avant-projet, dans le budget. Je leur mets en tête que de toute façon, ils ne pourront pas reprendre le site et la gestion avant 3 ans après sa livraison. Je leur fais rentrer ça dans le crâne pendant toute la mission maîtrise d'œuvre. À la fin, ils le prennent. Je suis arrivé presque là à 60%. Donc de marteler ça, voilà, c'est une expérience. Je fais pas. Et puis, moi, j'accompagne. Donc c'est quelques réunions complémentaires. C'est le parachèvement. On se voit une fois par trimestre avec le maître d'ouvrage, futur gestionnaire, avec l'entreprise qui a fait elle-même les travaux d'aménagement et qui fait l'entretien pendant 3 ans, et le maître d'œuvre. Voilà, c'est 3 réunions par an. Ça coûte rien en maîtrise d'œuvre pour la commune, mais ça change beaucoup de choses. Et petit à petit, on avance un peu. Voilà. Et ça, je le fais à toutes les échelles, que ce soit une cour d'école, sur un grand projet de ZAC, et ça commence à prendre. Voilà, c'est une expérience. Je disais qu'il n'y a pas beaucoup de paysagistes en Charente, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de paysage non plus. Et donc, on est quand même beaucoup tributaires d'eux. Et notamment, cet été, ils étaient tous surbookés et ils n'ont pas arrosé. Alors, heureusement, ça n'a pas été une année très, très sèche. Mais malgré tout, pour que ça reprenne bien et durablement, il faut quand même arroser. Et ils ont fini par m'avouer quand même. Parce que je ne voyais pas arriver, effectivement, les bulletins de passage. Ils sont payés au passage, mais c'est pas grave, tant pis, ils s'assoient sur cette partie-là et ils viennent pas parce que ils étaient tous en train de faire des travaux dans les cours de collège, d'école. Il y a ça aussi. Le fait que, boum, ce soit le boom là, des cours d'école, ils sont tous en train de poser du mobilier, de faire tous ces travaux d'aménagement, et il n'y en a pas un seul qui est venu arroser. Voilà. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de mortalité, mais bon, c'est peut-être une bombe à retardement pour l'été prochain. Et ça, c'est une réalité aussi, et ils essayent d'embaucher, et ils ont du mal à trouver. Donc ça, c'est compliqué. Par contre, ce que je voulais dire par rapport au budget qui s'amoindrissent, alors moi, ça ne me catastrophe pas, ça. Ce qui est compliqué, c'est le fait qu'on soit quelque part toujours un peu... même si on fait des forfaits payés au pourcentage de travaux, ça c'est toujours pénible. Mais sinon, le fait qu'il y ait moins de budget, je trouve que ça... Enfin, moi, ça me facilite la tâche quelquefois. Ça permet de faire passer plus de choses, notamment... on est en train de travailler sur un parc à Segonzac, qui est très grand, et ils voulaient quelque chose de très boisé, mais il n'y a pas les sous. Et finalement, j'ai réussi à faire passer l'idée qu'on va semer plutôt qu'on va planter. On va peut-être même que planter des piquets sur lesquels les oiseaux vont se poster, et que c'est eux qui vont amener les graines. Et donc moi, je suis plutôt contente qu'ils aient moins de sous à mettre là-dedans, parce que effectivement, un parc sportif, ils voulaient des structures sportives. Là, moi, je ne sais pas faire un skatepark pas cher. Bon, voilà, ils voulaient absolument ces structures-là. Donc ça, c'est un certain coût. Donc évidemment, le parent pauvre, c'est tout le reste, c'est tout le vivant. Donc de pouvoir faire, voilà, avec des moyens un peu plus simples et un peu plus frustes, de leur dire que on va laisser s'installer ce qui pousse bien, l'aubépine et le prunelier, et que peut-être qu'on viendra greffer des fruitiers là-dessus avec des associations locales par la suite. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc moi, ça me fait moins peur, parce que je vois aussi qu'en ce moment, il y a nos confrères architectes qui tirent la langue, et eux, quand il y a moins de sous, ils peuvent rien faire, alors que nous, même avec moins de sous, on peut continuer à faire. Et je trouve qu'on s'en tire plutôt pas mal par rapport aux autres.
Et que, voilà, en accompagnant, peut-être en mettant la main à la pâte, c'est vrai que la commune de la Couronne, par exemple, je ne fais pas de plan de plantation parce que ils ne savent pas très bien les lire. On passe du temps à faire des plans de plantation. Donc, pour tous ces petits projets, maintenant, j'ai pris l'habitude d'avoir la liste de végétaux. Ils passent la commande et le jour où ils veulent planter, je viens disposer. Voilà, parce que je vais passer moins de temps à disposer les choses et surtout, je vais pouvoir m'adapter en cours de chantier plutôt que de passer des heures à faire des petits ronds, à mettre des petits noms dedans et de devoir, de toute façon, aller vérifier qu'ils ont bien mis les plantes avec les... Bon, il y a un plan de plantation pour les arbres, parce que là, je ne vais pas être là pendant 3 jours d'affilée à le vérifier. Mais pour tout ce qui est vivace, maintenant, je fais la mise en place. Et il y a quelque chose qui se passe qui est chouette aussi avec les entreprises, parce qu'il y a toujours ces espèces de coupures entre celui qui réfléchit mais qui n'est pas venu sur place et sur lequel on a toujours la dent dure. Et voilà, ils voient qu'on est comme eux, si ce n'est qu'on n'a pas le même rôle. Mais ça permet de dialoguer aussi avec les équipes qui réalisent. Voilà, et c'est pas grand-chose, c'est effectivement se mettre dans le froid, mettre les bottes une fois de temps en temps avec eux, et ça marche bien aussi. Voilà. Il y a des petites hybridations. Alors merci Anaïs pour cet engagement, cette persévérance sur le milieu rural. Moi, je voulais revenir peut-être plus en amont sur la commande, justement, la question de la commande, le rôle des CAUE, puisque vous êtes ici dans un CAUE, il y en a un par département. Et effectivement, le rôle d'un CAUE, c'est d'initier de la commande publique. C'est de mettre les conditions en place, définir un programme, etc., pour que ça se transforme au bout et que ça se réalise, et éviter justement la réalisation en régie, ça veut dire directement en système D par la commune. Voilà. Donc il y a des paysagistes dans les CAUE. En Charente, il y en a. Maintenant, il y en a 3. Voilà, il y en a 3. On est plusieurs. passé de 0 à 3. C'est donc énorme. ça, c'est bien. Et c'était pour vous dire qu'il y a des outils. Enfin, justement, on lutte aussi contre ces a priori, notamment, prenons l'exemple de ce que vous expliquiez, la gestion différenciée. On a une expo qui s'appelle La nature au quotidien, qui démonte un après un les a priori, c'est sale, c'est moche, où vont mes impôts, etc., etc., pour aider les élus en fait à se défendre ou à argumenter face aux habitants. Donc il y a quand même des élus motivés, et parfois d'aller les voir en leur disant bon, vous êtes un peu fébrile, vous n'osez pas, on peut vous aider. La formation, bien sûr. On a monté un cycle sur l'arbre, sur la gestion différenciée, vous connaissez. Et un autre outil, une autre expo qu'on a montée avec le CAUE de la Charente, c'est Jardiner la rue. Justement, tous les pieds de façade, sachez qu'elle peut tourner dans les communes pour justement montrer qu'avec très peu de moyens, on peut y arriver. Donc je pense qu'on a vraiment ce but commun dans les cimetières, dans les écoles, dans les traversées de bourg. Et je pense que les sujets, on est tous dessus. Mais on observe effectivement des réticences, mais il y a quand même du potentiel. Il y a des gens qu'on peut arriver à convaincre. Et vous l'avez très bien dit, c'est le binôme technicien-élu qui est essentiel. Voilà, donc faut pas lâcher, quoi. C'est très bien. Oui, il y a du courage politique à avoir. Exactement. Parce que très souvent, quand on discute avec eux, c'est ça, oui, mais vous ne vous rendez pas compte de tous ceux qui viennent râler. Et je trouve que c'est un peu dramatique de se dire que finalement, c'est ceux qui râlent qui l'emportent. Il y par a des rapport moyens. À tous ceux qui sont contents. Voilà, il y a quand même des moyens pour justement... Enfin, nous, on essaie d'œuvrer là-dessus, et enfin, d'autres CAU aussi, mais pour ce qu'on appelle sensibiliser, s'acculturer, etc. Voilà, donc il y a pas encore plein d'espoir. Merci, effectivement, c'est très inspirant et très, ça nous remet aussi les pieds sur terre quand on rêve un petit peu trop. Il faut aussi être dans le réel. Il y a là-dedans des personnes qu'on n'a pas beaucoup vues. On a vu les enfants des écoles qui, je suppose, regardent se modifier leur cours de récréation. Mais quand une petite place de village ou quand une rue se refait, est-ce qu'il y a des phases de concertation avec les habitants ? Parce que le paysage, c'est perçu par les populations. Hein, et donc, si les habitants ne sont pas un tout petit peu impliqués, au-delà des élus ou des techniciens,
ça peut être à la fois les râleurs, mais ça peut être aussi ceux qui soutiennent un meilleur cadre de vie pour eux. Alors ça nous ramène ça, c'est prévu, oui. Ça nous ramène prévu, mais ça marche pas tant que ça. Hein. C'est pas. Ça nous ramène à la nécessité de prendre le temps. La concertation, ça prend du temps. Et si on est toujours à ce foutu pourcentage des travaux, parce que planter c'est moins cher que de faire du béton ou d'édifier un immeuble, on n'en sortira jamais. Donc est-ce qu'un jour on sera enfin, mais ça c'est pas à une rémunération. Parce que le temps passé, c'est du temps d'acculturation, c'est du temps de concertation. Un peu ce que vous avez montré tout à l'heure sur la cour du collège, la maquette. Maquette en vraie grandeur. Quelquefois, des bottes de paille sur une place de village peuvent montrer aussi que... Mais ça prend du temps, et le temps, effectivement, il n'est pas payé. J'aimerais revenir au début de votre présentation sur la partie des plantes locales, enfin des matériaux locaux que vous utilisez pour vos projets. Est-ce que vous expérimentez des plantes peut-être moins locales, mais qui résisteront mieux aux conditions climatiques dans 10, 20, 50 ans? Et comment vous le faites? Oui, complètement. Par exemple, la question s'est posée pour l'aménagement de la Flo Vélo. On a eu un peu de plantation sur les zones un peu pique-nique qui étaient pas forcément boisées. Et c'est une grande discussion qu'on a eue avec notre maître d'ouvrage qui était un peu arc-bouté sur la plante locale. Et c'est vrai quand on sait que les frênes sont malades, que un certain nombre de végétaux reprennent assez mal. C'est vrai qu'on est quand même aussi ouvert à d'autres espèces, notamment d'essayer le frêne américain qui a l'air de mieux résister à la chaleur. Enfin, voilà, l'idée c'est pas forcément que du tout local. Enfin, on plante beaucoup d'ormes, forcément, ce sont pas des ormes. Voilà, ce sont des obtentions INRA résistantes pour essayer d'en replanter un maximum. C'est pas que du... Mais après, en termes d'approvisionnement, on essaye de faire en sorte que les végétaux soient les plus proches possibles du chantier pour éviter d'avoir les plantes belges, les arbres italiens. Voilà. Que ce soit, même s'ils ne sont pas complètement adaptés au terrain, parce que personne ne va se lancer dans une pépinière, à faire des pépinières dans des sols ingrats et hyper calcaires, donc ça pousse lentement, donc forcément c'est dans des terres franches, un peu profondes, qui ne sont pas forcément les mêmes conditions que nos chantiers. Ça reste quand même la même région climatique quand ça a poussé à 50 km, donc c'est déjà ça, quoi. Mais après, il y a beaucoup de chantiers aussi où on nous demande de la graine locale. Donc là, on travaille avec le Conservatoire des espaces naturels, le CEN, qui fait des campagnes de brossage à proximité pour ressemer de la prairie qui a poussé pas très loin, pour avoir effectivement des variétés qui s'adaptent bien. Voilà, ça fonctionne aussi pas mal pour les herbacées. Merci beaucoup, en tout cas. Je note juste quand même que, effectivement, ton exposé, tu as parlé beaucoup de tes difficultés, des problèmes, mais on a vu de très très belles images et de très très beaux projets qui, à mon avis, lorsqu'on les pratique, on ne peut pas soupçonner effectivement la difficulté et le côté laborieux, en fait. Et en fait, c'est vrai que quand on est à l'envers du décor, on se souvient de ça et on voit que ça. Mais en tout cas, quand tu nous présentes les choses, nous, on voit que des transformations à la fois hyper délicates et juste superbes. Donc, merci beaucoup. Merci. Et puis, je crois qu'on peut aller boire un coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bonne soirée.